Alors, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce congrès de m'avoir convié à participer et à venir vous parler de la prévention, qui est un sujet sur lequel j'ai travaillé de nombreuses années. Et donc, je vais commencer par vous faire un état des lieux sur le plan socio-démographique. Donc, vous allez retrouver des données sociodémographiques qui vous ont été présentées hier matin par Jean-Marie Robin, avec lequel j'ai travaillé d'ailleurs sur le transhumanisme. On a participé à une encyclopédie médicale sur cette question et j'y reviendrai en fin d'exposé. Donc, je vais vous faire un état des lieux rapide, bien entendu, parce que c'est simplement un rappel. Ensuite, je vais vous parler de la définition du vieillissement en bonne santé. Ensuite, de la prévention, de la place de la prévention en santé publique. Ensuite, je vous parlerai du concept de bien vieillir. Je parlerai ensuite de l'utopie contemporaine. Donc là, on va aborder la question du transhumanisme, bien entendu, sans développer, vivre sans vieillir. Et enfin, je terminerai par une note nettement moins optimiste, qui est l'épreuve du vieillissement. Et donc, nous verrons, en abordant ce dernier point, que des actions de prévention méritent d'être développées. Donc, un état des lieux. L'espérance de vie est de 79,4 ans pour les hommes et de 85,3 pour les femmes, selon les chiffres de l'adresse 2018. Donc, il peut y avoir des différences, bien entendu, avec les chiffres qui vous ont été donnés par Jean-Marie Robin. Ça vient des chiffres qu'on consulte, des sources qui peuvent être un peu différentes. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de voir les projections de l'INSEE concernant l'espérance de vie. Excusez-moi, c'est le stress. Donc, l'INSEE prévoit un allongement continu de l'espérance de vie d'ici à 2060. Donc, on atteindrait toujours avec cette différence entre les hommes et les femmes, 86 pour les hommes et 91,4 pour les femmes. Alors, c'est bien évidemment une projection qui ne tient pas compte des nombreux aléas, tels qu'une pandémie, une guerre, une crise climatique, des problèmes socio-économiques. Les problèmes sont nombreux. C'est la raison pour laquelle la sociologie évite de faire de la prospective. On s'en tient aux faits, qui permettent éventuellement l'élaboration de scénarios pour un futur proche. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de constater que le vieillissement de la population est indéniable, il ne fait que s'accentuer dans tous les pays occidentaux et il touche actuellement les pays en voie de développement. Alors, pour rappel, on a dû vous en parler, le vieillissement de la population est défini comme l'augmentation de la proportion de personnes âgées dans une population en raison de la diminution de la fécondité. C'est parce qu'il y a moins de jeunes et une diminution de la mortalité. Donc, la part que représentent les plus de 65 ans serait de 28% en 2050. Ce qui veut dire que la part représentée par les plus de 65 ans sera une charge importante pour les plus jeunes. Idem pour la proportion des plus de 85 ans qui devrait doubler en 2050. Actuellement, pour les plus de 85 ans, la proportion de femmes est de 60% pour 40% d'hommes, avec une accentuation liée à l'âge, puisqu'à 95 ans, on a 75% de femmes, donc 3 femmes pour un homme. Et l'âge moyen, pour notre propos, de la perte d'autonomie de 83 ans, mais l'on pense que celui-ci va reculer si on améliore la santé globale des plus âgés. Donc, qu'est-ce que vieillir en bonne santé? Le postulat selon lequel il n'est jamais trop tard pour promouvoir la santé fonde les programmes européens
dont l'objectif est de promouvoir un vieillissement actif et en bonne santé. C'est un enjeu en termes de santé publique, de ressources en main-d'œuvre et de prolongation de la vie active. Alléger la charge que représentent les inactifs et les plus âgés sur les actifs et les jeunes. La prévention de la perte d'autonomie est donc devenue une priorité de santé publique et un enjeu social pour nos sociétés vieillissantes. La perte d'autonomie de l'individu se caractérise par une dépendance d'origine physique ou psychique plus ou moins importante à l'environnement familial ou social. La maladie d'Alzheimer, exponentielle avec l'âge, peut atteindre 30% des plus de 90 ans. Donc là aussi, ces données varient selon les critères que l'on utilise. La prévalence de la maladie est faible, pour autant l'inquiétude est grande et liée à la perte d'autonomie. Cette maladie symbolise l'ultime offensive contre l'autonomie de la personne, dans un contexte social qui valorise l'individualisme et le vieillissement réussi. Donc vous voyez, il y a ce contraste entre la perte d'autonomie qui est très mal vécue dans notre société contemporaine. Et donc progressivement, l'idée d'une prévention de la maladie et du handicap s'est imposée dans les politiques publiques. On est passé de la gestion des risques liés à la vieillesse à la prévention de ces risques. Donc l'idée de prévention n'est pas réellement nouvelle, parce que si vous vous référez au rapport Larocque, qui a été réédité là récemment, je vous conseille beaucoup sa lecture, 1962, l'objectif c'était d'éviter l'enfermement des personnes âgées en hospice et de favoriser le maintien à domicile. Donc il y avait cette idée de préserver l'autonomie des personnes âgées à domicile pour leur éviter l'enfermement en hospice, puisque les hospices existaient encore en tant que structure. Depuis 2 décennies, on observe donc un changement de paradigme qui est une volonté de maîtrise des risques démographiques, sociaux, économiques par la prévision, la prévention des problèmes de santé d'une population perçue négativement comme consommatrice de soins et de services. Et à ce sujet, par exemple, le budget des ménages, le budget santé des ménages est en constante augmentation. Le budget aussi de la sécurité sociale est en constante augmentation liée au vieillissement de la population. Alors, par rapport à la maîtrise des risques, avec la pandémie de la Covid, on ne peut que constater les limites de cette volonté de maîtrise des risques liés au vieillissement par la prévention. C'est-à-dire qu'on est dans l'incapacité d'imaginer tous les scénarios. Alors, quelle place, d'autant que je vais vous parler maintenant de la place de la prévention en santé publique, qui est une place assez réduite. Donc, l'idée n'est pas nouvelle en santé, mais marginale dans les faits. Tous les systèmes de santé, jusqu'à présent, ont privilégié le curatif au détriment du préventif, en raison du développement des technologies médicales. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Le secteur de la prévention est vaste, complexe, car il intègre les conditions environnementales, de travail et de vie. Les dépenses de santé consacrées, le budget, je parle de budget de l'État, ne représentent que 3% du budget. Mais on estime que certaines actions réalisées hors budget santé relèvent de la prévention, comme par exemple l'interdiction de fumer dans les lieux publics, qui ont un impact sur la santé globale et qui sont des actions de prévention. Alors, selon d'autres estimations, ce serait 7% des dépenses de santé. Donc, on est passé progressivement, au niveau des politiques publiques, de l'idée de prévoyance en situation d'aléa de la vie, comme lutter contre les grands fléaux sociaux, c'est toutes les luttes du 19e et du 20e siècle, aléas de la vie, par exemple, agir sur les conditions de travail, la PMI aussi, qui est un grand secteur de développement de la prévention, donc centré sur la jeunesse, à la prévention des incapacités au grand âge.
qui est donc une préoccupation relativement récente. Alors, on distingue 4 formes de prévention, je ne vais peut-être pas développer, mais donc il y a prévention primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire. Et quaternaire, donc cela vous intéresse en tant que praticien des EHPAD, c'est éviter la surmédicalisation et proposer des soins acceptables. Cependant, cette conception de la prévention est appuyée sur une responsabilisation de l'individu au détriment d'une gestion collective. C'est-à-dire que de plus en plus, dans des actions de prévention, on responsabilise la personne pour son état de santé. Bon, il est certain que l'individu participe au maintien de sa santé, mais pour autant, par exemple, les conditions de travail, c'est une gestion collective de la prévention des risques liés à l'activité de travail. Alors, le droit à la prévention est inscrit dans la Charte sociale des droits fondamentaux de 1989 de l'Union européenne. C'est l'article 35, protection de la santé. Ce sont des mesures de santé publique associées à des changements de style de vie qui ont contribué globalement à améliorer l'état de santé de la population. La médecine curative, depuis quelques décennies, est confrontée à une augmentation des maladies chroniques liées en grande partie au vieillissement de la population. Et actuellement, comme vous le savez, les espérances de vie est évaluée en termes de mois de vie avec ou sans incapacité. Donc l'objectif, c'est de réduire cette espérance de vie avec incapacité. Alors le bien vieillir, ce concept a été travaillé en 2002 dans le cadre de l'OMS. C'est le processus d'optimisation des capacités physiques, sociales, mentales, permettant aux personnes âgées de prendre une part active dans la société sans discrimination. C'est un objectif idéal, bien entendu. De nombreux travaux actuels insistent sur l'existence de ressources cognitives, physiques, disponibles à préserver et à stimuler. Le vieillissement n'est plus décrit comme un processus inéluctable de déclin successif. De nombreux programmes de santé pour les seniors ont été mis en place tant au niveau européen qu'au niveau national et local. Et donc, un nouveau pacte social semble se dessiner, liant les générations dans leur rapport au travail, puisque selon certains économistes, la santé sera un facteur de croissance économique au même titre que l'éducation. Et critiquent, ces économistes, les postulats selon lesquels la santé est un coût, le vieillissement de la population un fardeau. Alors c'est ce qu'on a appelé la silver economy, l'économie grise. La santé des seniors est une préoccupation récente des pays de l'OCDE et de nombreuses pistes d'action socio-sanitaires ont été envisagées pour préserver le capital humain constitué par les personnes âgées. Et donc, ces politiques répondent à 4 objectifs: favoriser l'intégration dans l'économie de la société, améliorer les styles de vie, adapter le système de santé aux besoins des personnes âgées. Enfin, s'attaquer aux facteurs sociaux et environnementaux de mauvaise santé des plus âgés. Donc, vous voyez que c'est assez large comme objectif. Alors, le problème, c'est que l'impact de ces politiques n'est évaluable qu'à long terme. Il est intrinsèquement lié à d'autres politiques sociales. Notons que les disparités sociales limitent les actions de prévention. Ainsi, l'espérance de vie sans incapacité augmente, mais pas pour tous les milieux sociaux. Ce sont les groupes sociaux les plus favorisés qui bénéficient des programmes de prévention, car ils ont la capacité d'agir sur leur style de vie. Toutes les campagnes d'éducation pour la santé, quand on les évalue, on sait que ce sont les milieux sociaux les plus favorisés qui intègrent le plus rapidement ces campagnes-là, parce qu'elles ont la maîtrise de modifier leur comportement. Je voudrais vous parler aussi d'actions ciblées qui répondent à des besoins spécifiques, sans les développer.
Je mentionne l'enquête SHARE dont vous avez peut-être entendu parler, qui a démarré en 2004, qui suit un échantillon de 80 000 individus de plus de 50 ans et qui associe 27 pays. Alors, c'est une enquête longitudinale qui procède tous les 2 ans à un suivi de cet échantillon. Le concept de fragilité, que vous connaissez sûrement, a été élaboré à partir des premières données SHARE et la CNAV, où j'ai travaillé sur les politiques de prévention liées au risque du vieillissement, a élaboré la grille FRAGIRE avant la dépendance pour mettre en place des actions de prévention. Donc, il y a une retombée assez rapide des données de cette enquête sur la mise en place de certaines politiques sociales. Actuellement, au niveau de SHARE, ce sont les troubles de la cognition et leur prévention qui sont étudiés. Le concept de bien vieillir a été conceptualisé en 1997. Il intègre 3 composantes indispensables à un vieillissement sans incapacité: une bonne santé associée à des capacités intellectuelles préservées et une intégration sociale. Ce concept responsabilise aussi l'individu, laisse peu de place à une approche collective de la prévention. En France, les programmes tentent d'intégrer la prévention collective et la prévention centrée sur l'individu. Mais les acteurs de prévention que j'avais interviewés à l'époque considèrent que la prévention devrait se faire en amont. Mais la prévention n'est pas considérée comme un continuum tout au long de la vie. Et de toute façon, il y a de telles disparités sociales qu'il est extrêmement difficile d'agir sur ces disparités sociales. Le problème est très complexe. En 2021, le rapport d'information fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la prévention de la perte d'autonomie est assez critique, pointe le fait que la politique publique de prévention de la perte d'autonomie est introuvable par manque d'ambition. Il y a trop d'acteurs, il n'y a pas de coordination, et donc c'est un catalogue de mesures. Donc il faudrait prévoir la prévention dès le milieu de vie, promouvoir une nouvelle conception de la prise en charge des personnes âgées et en finir avec la dichotomie entre EHPAD et domicile et faire de l'aide à domicile une priorité, ce qui était déjà le cas en 1962 avec le rapport Larocque. Donc j'aborde la question de vivre sans vieillir, qui est donc cette utopie. La médicalisation du processus de vieillissement amorcée avec la biogérontologie s'est accentué avec de nouveaux paradigmes qui vont de la prévention à la fin de la mort. Donc une utopie sociale contemporaine conceptualisée par une sociologue canadienne, Céline Lafontaine, comme la société post-mortelle, vise à faire reculer par la technique et la médecine régénérative les frontières du vieillissement et de la mort afin de vivre sans vieillir. Donc nous serions à l'aube d'une révolution techno-scientifique susceptible de prolonger la durée de vie, de même supprimer la mort. Cette utopie est centrée sur la lutte contre le vieillissement ou comment régénérer le corps pour revitaliser l'économie. Donc cette utopie émerge avec le soutien des institutions internationales comme l'OCDE. C'est un mouvement spéculatif, sans légitimité sur le plan scientifique. Il y a un institut, comme il en existe aux États-Unis, comme le National Institute of Aging, propose des outils pour accéder à une lecture critique de la médecine anti-âge et communique régulièrement sur les avancées réelles de la science. Parce qu'il y a tout un secteur commercial qui s'est développé autour de la médecine régénérative. Et donc, pour éviter qu'il y ait des effets négatifs, les Nord-Américains ont la possibilité de poser des questions sur la commercialisation de ces médicaments ou de ces techniques, et ont des outils ainsi pour choisir en connaissance de cause. Alors ça a des retombées positives, il ne faut pas tout
tout critiquer, dans le sens où cette utopie est assez motrice, c'est-à-dire qu'on développe beaucoup la recherche en biogérontologie. Alors, je termine par un point qui est nettement moins optimiste, c'est l'épreuve du vieillissement. Et donc, je me réfère à un article écrit par des psychologues dans la revue Gérontologie et Société, dans un numéro de gérontologie donc, qui a été consacré aux supercentenaires. Et donc, l'article a produit cette citation qui est « Le bien vieillir finit par être remplacé à un moment ou à un autre par le mal survivre ». Cette citation résume bien les pertes successives auxquelles sont confrontées les personnes âgées qui connaissent le grand vieillissement. Alors cette réalité est bien loin de l'idéologie du bien vieillir qui est confondue souvent avec un vieillir jeune. Et donc, ce vieillissement est fait de pertes successives qui sont humaines, physiques et psychiques. Et donc, je me réfère à cet article qui a été écrit par Verdon, Roxan Gallet en 2021, publié en 2021. Et donc, ça contrebalançait en quelque sorte les nombreux articles qui étaient consacrés aux supercentenaires pour montrer que la réalité est beaucoup plus complexe et difficile. Et sur ce plan-là, je dirais qu'il y a de nombreuses actions de prévention à imaginer pour prévenir le mal survivre. Et je pense que ce sont des choix politiques qui sont à favoriser pour proposer des solutions qui seraient donc applicables dès à présent et qui permettraient donc à un grand nombre de personnes âgées de mieux vivre le problème du vieillissement à un grand âge. Voilà, je vous remercie. J'ai été un peu plus rapide que prévu. 5 minutes, mais nous avons du temps pour Mais nous avons du temps pour répondre à vos questions. Donc, nos charmantes hôtesses que vous avez pu découvrir hier sont de retour. Elles vont se faufiler parmi vous avec les micros à la main. Donc, il vous appartient de lever la main pour vous faire connaître de ces jeunes personnes. Alors. Bien. Peut-être que nous pourrions imaginer un système de rémunération à la question, vous voyez, un billet de 200 € pour une question posée. Si la question est un peu plus complexe, on peut envisager 300 €. Le budget du FNADEPA y pourvoira. Ou pas. Le président Rizzo a l'air d'être à moitié content à côté de moi. Le sujet est vaste et intéressant pourtant, hein. Et évidemment, s'il n'y a pas de questions, nous serions dans l'obligation de faire une pause café un peu plus longue, et ce serait dommage. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Alors, parce que le principe des questions, c'est qu'il faut quelqu'un qui pose une première question, et après, tout le monde derrière a envie de dire oui. Ça me fait penser que je voulais... Ah, voilà, ça y est. Merci. Ce sera viré sur votre compte discret aux îles Caïmans, hein, comme toujours, en pareil cas. Voilà. Bonjour, je vous rassure, c'est pas une question. Est-ce que vous pouvez vous lever qu'on vous voit bien? Oui. Ça ne va pas être une question, c'est juste rebondir positivement. Vous n'aurez pas besoin de dépenser d'argent. Oh, c'est dommage. Qu'est-ce que je vais en faire? Donc, Patricia Chauvin, je suis directrice d'une résidence autonomie, mais j'ai approfondi la bonne santé et le bien vieillir dans un cursus, d'abord dans le sanitaire et en EHPAD en tant que diététicienne et accompagnant des gens désorientés. Donc le sujet du bien vieillir est quelque chose auquel je suis sensible. J'ai envie de rebondir sur ce que vous avez dit pour commencer la journée positivement. Pour ma part, je me suis formée à l'approche de Naomi Feil et j'ai envie de vous dire, comme on l'a dit hier, le bien vieillir
ça nous appartient à chacun, comme vous nous l'avez dit. Et si on veut prévenir la désorientation, il faut prendre soin de son état psychique et psychologique et de ses relations sociales. Donc la prévention est possible. Pour ma part, j'en suis convaincue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour ce témoignage positif. Catherine Deschamps-Leroux, est-ce qu'on rebondit sur ce commentaire? Oui, bien Alors, sûr. je voudrais faire un commentaire. Donc, j'ai insisté, sans développer, sur les disparités sociales. C'est-à-dire que les personnes âgées qui ont la capacité de faire de la prévention individuelle sont les personnes âgées qui sont les plus favorisées socialement. C'est-à-dire qu'elles ont un niveau d'éducation, elles ont un niveau de ressources économiques, elles ont un réseau de relations sociales qui leur permettent d'agir sur cette prévention individuelle et d'intégrer les messages qui sont transmis. Le message que vous transmettez, là, il est intégré par les personnes qui ont la capacité de l'intégrer. Mais vous avez une grande partie de la population qui n'ont absolument pas de moyens, de possibilités de maîtrise de leur mode de vie. Donc, c'est là où la collectivité doit intervenir et proposer des solutions collectives pour permettre l'intégration sociale, favoriser les messages de prévention, mais en donnant des outils. Par exemple, j'ai entendu que vous étiez diététicienne de formation, si je ne me trompe. Nutritionniste, me semble-t-il, mais c'était pas la même chose. Pardon? Diététicienne, autant pour moi. Oui, et donc avoir la maîtrise de son alimentation, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc vous avez des personnes âgées qui seront dans l'incapacité, mais pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, de modifier par exemple l'alimentation. Manger moins salé, moins sucré, ce n'est pas évident. C'est extrêmement difficile. Donc, certes, on a la possibilité d'agir, mais en sachant qu'il y a de grandes différences sociales. Et donc, moi, en tant que sociologue, j'insiste beaucoup sur ces disparités sociales. D'ailleurs, l'espérance de vie qu'on vous donne, les chiffres, les données sociodémographiques qu'on vous donne, ce sont des données d'espérance de vie moyenne. Mais il y a de grandes disparités sociales au niveau de l'espérance de vie. L'espérance de vie est beaucoup plus grande pour les milieux sociaux les plus favorisés. Et donc, l'objectif d'une prévention au niveau de la santé publique, c'est que toute la population puisse bénéficier de ces actions de prévention. Mais quand on évalue ces actions de prévention, on observe que ces actions de prévention, finalement, privilégient les milieux sociaux qui sont déjà ouverts aux actions de prévention. Il y a un décalage dans le temps au niveau de l'intégration de ces actions de prévention entre les milieux sociaux les plus favorisés et les milieux sociaux les plus défavorisés. Il y a presque 20 ans d'écart. Donc, je suis nettement moins optimiste que vous quand je me situe au niveau de la population globale. Merci, c'est bien, on commençait trop positif, c'est bien d'avoir ramené les choses à un niveau plus intéressant, Catherine. Pardon, professeur. Une deuxième question. C'est toujours difficile d'intervenir après une soirée. Oui. Je vois que vous avez vécu. Oui, si je puis me permettre, sais professeur. Par expérience avec les étudiants. Est-ce que vous voulez... Ah, pardon. Ah oui, c'est une façon subtile d'aborder la question, vous voyez. Oui, alors moi, je le sais par les congressistes. C'est le même principe. Est-ce qu'il y a des questions sur l'activité nocturne des congressistes de la FNADEPA? Est-ce qu'il y a... On peut répondre à toutes les questions, pour peu qu'il y ait des questions. Voilà, c'est tout. Justement, une personne est debout ici qui veut poser une question. Alors, qu'est-ce que vous vouliez me poser comme question Je vais avoir du mal à vous en poser parce que je voulais arriver discrètement. C'est raté. C'est totalement raté.
Alors, voilà, ça y est. Les témoignages sur la soirée vont commencer à arriver. Quand vous parliez des disparités sociales, comment est-ce qu'on peut réparer ces disparités sociales, Catherine? Puisque j'en pose pas de questions, je le fais, vous voyez. J'empoche moi-même les 500 € prévus, ce qui est bien pratique. Bon, c'est extrêmement difficile. Oui, mais j'aime bien poser des questions qui ne sont pas que des questions faciles, vous voyez. Il faut qu'il y ait une volonté politique pour ça. Déjà au niveau des ressources financières des personnes âgées, il y a de grandes disparités sociales, comme vous le savez. Les conditions de vie des personnes âgées sont différentes déjà durant la vie active, durant l'enfance, durant la vie active. Et donc, au moment de la retraite, ces disparités s'accentuent. Donc, les milieux sociaux les plus privilégiés anticipent sur leur vieillissement. Bien entendu, il n'y a pas la maîtrise de tous les paramètres, mais il y a, par exemple, il y a un choix qui est fait au niveau du logement, parce qu'il y a la possibilité socio-économique de modifier son environnement. C'est la raison pour laquelle la CNAV, par exemple, avec la grille fragile, a en quelque sorte dépisté. Il y a cette volonté de mettre en place des actions de prévention pour améliorer le logement des personnes âgées, pour leur permettre de continuer de vivre à domicile. Donc, vous avez des chargés de mission de la CNAV qui vont se rendre au domicile des personnes âgées et qui vont évaluer ce qui est à modifier dans l'environnement de la personne âgée pour qu'elle puisse continuer à vivre à domicile. Ça peut être améliorer les sanitaires, améliorer la cuisine, enfin, il y a installer une chambre en rez-de-chaussée. Il y a toutes sortes de mesures concrètes qui peuvent être élaborées et qui permettent là d'agir sur des milieux socio-économiques défavorisés qui, avec l'aide de la CNAV, peuvent avoir un environnement plus facile pour vieillir. Mais comment agir, par exemple, au niveau des ressources socio-économiques? En versant des allocations, mais ça ne compense jamais les disparités qui peuvent être extrêmement importantes aux âges, à partir de 65 ans. Alors, je reviens sur l'enquête SHARE, qui est donc cette grande enquête sur 80 000 individus qu'on suit à partir de l'âge de 50 ans et dans 27 pays différents. Donc là, on a des données qui sont produites régulièrement et qui permettent de comprendre les aléas liés au vieillissement et qui permettent aussi de comprendre les interactions entre les conditions sociales, les conditions environnementales et la santé de la personne. Donc c'est à partir de 50 ans. Vous avez d'autres grandes enquêtes, je ne sais pas, peut-être que Jean-Marie Robin, en tant que démographe, vous en a parlé, qui permettent de suivre les enfants dès la naissance. Donc là aussi, on a, avec maintenant un certain recul, une compréhension des facteurs qui font que les enfants aussi sont victimes de ces disparités sociales. Donc ça nous donne des clés pour comprendre ce vieillissement différentiel, parce qu'il y a un vieillissement différentiel. On a tous un capital génétique différent, mais on a tous des conditions de vie extrêmement différentes. Donc la collectivité se doit d'agir sur ces disparités sociales pour compenser, dans la mesure du possible, ces disparités sociales.
L'enquête Cher qui n'a rien à voir avec la chanteuse qui a 83 ans et en paraît 24. Monsieur, une question. Nous allons donc partir en Anjou, puisque... j'ai vu cette main se lever, donc voilà. Puisque dans mon souvenir, monsieur est directeur d'un établissement à Angers. Vous voudriez bien vous lever pour que nous puissions profiter de votre présence? Vous levez, ça veut dire pousser sur vos genoux, et je sais bien qu'après la nuit que nous avons vécue, c'est compliqué pour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je me posais la question de savoir s'il y a des études sur le... Pas évident. Pour compléter sur notre sondage sur qui est sorti après 5 heures du matin, nous avons la réponse. Non, je vais être spontané. C'est vrai que quand on parle de prévention, donc sur le bien vieillir, je me pose tout de suite la question de l'accueil de la mort et de notre propre finitude. Voilà, oui. Et je me demandais s'il y avait des études là-dessus, parce que j'ai la sensation qu'à la campagne, notamment, c'est vrai qu'il y a quelques années, on discutait plus facilement, ou on se retrouvait auprès des défunts, etc., ce qui se fait moins à présent. Et que du coup, dans l'acceptation du bien vieillir, est-ce que c'est pas aussi... tout simplement parler de la mort et avoir des occasions d'en parler, quoi. Oui, vous avez tout à fait raison. Par rapport aux études, je ne sais pas, vous pourriez consulter la revue Gérontologie et Société sur cette question. Moi, je ne peux pas vous répondre précisément. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-unes. Mais globalement, ce que je voulais dire par mon exposé, c'est que cette question-là est évacuée. L'objectif, c'est bien vieillir, vieillir jeune. Donc, on évacue le mal survivre. Dans ce numéro qui est consacré, qui est récent, 2021, qui est consacré aux supercentenaires, il y a un seul article sur le mal survivre. Et donc, ce sont des psychologues qui sont confrontés au mal survivre de personnes très âgées qui sont en EHPAD. Donc, je pense que c'est une question qui mériterait réellement d'être approfondie à l'heure actuelle. Alors, il y a bien entendu des recherches sur la mort en Occident, mais c'est une question qui est de plus en plus évacuée. Et donc, les politiques publiques favorisent, bien entendu, les politiques autour du bien vieillir, mais les recherches aussi, quand on cherche des crédits pour mener une recherche, on aura plus de chances en quelque sorte d'obtenir des crédits si on propose un projet sur le bien vieillir que si on propose un projet sur le mal survivre. Donc on s'interdit aussi de produire des données sur cette question. Alors, je crois que vous êtes un grand nombre à travailler dans des institutions. C'est un petit peu l'idée. Oui. Donc, les institutions dans lesquelles vous travaillez ont une population qui est relativement homogène d'un point de vue socio-économique. Homogène d'un point de vue de l'âge, mais d'un point de vue socio-économique. Donc, vous n'êtes pas directement confronté aux disparités sociales. Vous êtes confronté aux différences de vie. Chacun a une vie différente, faite avec des aléas, mais les différences d'un point de vue socio-économique, vous ne pouvez pas y être sensible parce que vous avez une population relativement homogène. Donc vous allez être sensible au fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes, qu'il y a des différences dans le vieillissement, bien entendu, et donc on met ça beaucoup sur le plan de la génétique. Bon, c'est vrai qu'on a tous un capital génétique différent. Quand vous consultez les articles sur les supercentenaires, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des gènes favorisant le vieillissement pour certains, est évoqué. On n'a pas de données scientifiques qui abondent dans ce sens-là, pour l'instant. Voilà. J'ai le sentiment que vos derniers propos ont fait un peu réagir, donc s'il y a une dernière question, il faut la poser maintenant, parce qu'après, il ne sera plus temps. Ah,
j'ai une main qui s'est levée. Ah, j'en ai deux de ce coup d'élément. Ça se précipite. J'en ai même trois, manifestement, puisque ça monte là-haut. Oui, je vais essayer de répondre aux trois. Très bien. Donc, on va aller rapidement dans les questions et rapidement dans les réponses, si vous voulez bien, professeur. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Véronique Robert, je suis directrice d'une résidence autonomie. Vous avez parlé de l'importance de la prévention liée aux catégories socio-professionnelles. Quand les résidents arrivent au sein d'une structure, ils ont tous accès aux mêmes actions de prévention. Est-ce qu'on arrive à mesurer si on arrive à réduire l'écart entre ce qu'ils ont vécu quand ils étaient en activité et les bienfaits des mêmes actions de prévention? Bon, j'ai fait la soirée, c'est pas plus clair. Non, Est-ce qu'on peut Pourtant, demander... au départ, c'était bien. Est-ce qu'on peut demander... Je peux reformuler, vous demandez s'il y a des évaluations, des actions de prévention qui sont mises en place dans les institutions. Oui. Hein? Et donc, je ne peux pas vous répondre. On n'a pas le point de départ, si vous voulez. Ce que je veux dire, c'est est-ce que les actions de prévention gomment les inégalités? Non. Merci. Elles peuvent, en partie. Bon, par exemple, au niveau de l'alimentation, dans une collectivité, de fait, vous allez imposer des mesures hygiénito-diététiques nouvelles à beaucoup de personnes. Et donc, cette action de prévention va être intégrée de fait. Tout comme vous allez proposer des actions de socialisation, des actions qui vont permettre de prévenir les troubles cognitifs et qui vont avoir un impact. Je pense que ce sont des micro-recherches qui peuvent être mises en place dans les institutions et qui seraient des outils utiles pour orienter les choix qui seront faits au niveau des institutions. Je pense que c'est très important d'évaluer ces actions de prévention et donc de faire au départ et puis quelques années après. Mais en même temps, vous avez du vieillissement qui suit son cours, donc qu'est-ce qu'on mesure? Donc c'est assez complexe, il faut s'aider de psychologues, je pense, pour faire ces évaluations, mais c'est tout à fait possible et je pense que c'est utile. Une dernière question brève qui sera posée par une personne qui pourra présenter un test d'alcoolémie négatif. Il y a une dame qui était volontaire mais qui d'un seul coup dit non, finalement je ne peux pas. Ce ne sera pas pour moi. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à l'intervention du professeur Catherine Deschamps-Leroux, que nous applaudissons. Je vous remercie.